Bonjour à tous. C'est quelqu'un qui n'aime pas se produire, qui n'aime pas se montrer, quelqu'un qui ne donne jamais de conférences de presse, pas de débat, pas de colloque, quelqu'un qui a une vie mondaine assez discrète et au fond un assez grand culte du secret. Pourtant, il a décidé de venir ici parler pendant 1 heure et demie avec vous. Quand je dis « il a décidé », en réalité, il a beaucoup hésité. D'abord, il a dit non, et puis il a dit oui, et puis il a dit non, pour finir par dire oui il y a 2 jours seulement. Pourquoi? On va lui demander, bien sûr, et on aura un long moment pour essayer de comprendre, mais je suis certain, a priori, qu'il y a dans sa décision une part de mystère, le même mystère que lorsque, collectionneur privé, immense et secret, il décide un jour de tout montrer à tout le monde et de livrer sa collection à une fondation qui ouvrira bientôt. Le même mystère qui lui fait révéler, très longtemps après que ça s'est produit, qui lui fait révéler donc qu'il n'est plus propriétaire de son groupe, mais qu'il l'a déjà légué à ses enfants. Le même mystère qui fait que, parti en bas, il a trouvé l'énergie d'entreprendre, il a trouvé l'envie d'entreprendre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, une des premières fortunes de France, un des premiers patrons de France, un des plus grands collectionneurs du monde. Agir, innover, risquer. Essayons maintenant de comprendre ce qui donne l'envie d'entreprendre à François Pinault. Vous avez beaucoup hésité, hein? Vous l'avez dit, oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, c'est ça. Voilà. Bon. Pourquoi est-ce que vous avez finalement dit oui? J'ai dit oui parce que on m'a précisé que l'Assemblée était une assemblée de jeunes, d'étudiants, de jeunes qui s'apprêtent à démarrer dans la vie active et que j'ai pensé que peut-être je pouvais les aider en leur disant des choses. C'est vous qui le saurez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? C'est un des mots-clés de cette cité. La réussite, c'est quoi? Mais justement, j'ai dit non à cause de ça, parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. Pour moi, la réussite, c'est réussir sa vie. Est-ce qu'on peut parler de la réussite, d'avoir réussi sa vie avant la mort? Je crois que non. Et réussir dans les affaires, dans les entreprises, peut-on en parler tant qu'on est dans l'action? Je dis non aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini sa réussite? On n'a jamais fini sa réussite et on est toujours en risque. Et il n'y a pas de plus grand risque que de s'imaginer que on a réussi, on est content de soi, rien ne peut arriver. Et puis c'est à ce moment-là que tous les dangers vous guettent. Enfin, quand même, quand vous regardez votre parcours, il doit arriver quand même de temps en temps que vous vous leviez le matin en vous disant « Bon, c'est plutôt réussi, non ?» Pour vous dire la vérité, il m'arrive pendant de courts moments de dire que ce qui a été fait n'est pas si mal que ça, mais ça ne dure jamais très longtemps, et puis l'angoisse vous reprend, et il faut continuer et aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles entreprises. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes quelqu'un en effet d'assez secret, vous ne parlez jamais, et je vous propose donc à vous tous, et à vous en premier, François Pinault, d'organiser un petit peu notre discussion. On a beaucoup de choses à évoquer ensemble, beaucoup de sujets. Ce que je vous suggère, c'est d'abord qu'on parle de votre vie privée, de votre parcours, et puis après de votre vie publique, votre vie de patron, d'entrepreneur, et puis on verra comment est-ce que les deux aujourd'hui se rassemblent dans ce grand projet qui doit mêler votre vie privée, l'art, à la vie publique, à l'exposition publique, la fondation, et on parlera donc dans une troisième partie de ce débat de tout ce qui concerne votre grand projet. Je suppose que c'est aujourd'hui votre grande ambition, celle qui vous fait continuer à vouloir progresser? C'en est une, peut-être pas la principale, mais elle est importante parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'art m'a fait avancer, m'a fait progresser, continue à me passionner fortement et j'ai l'intention de le faire partager à beaucoup plus grand nombre. Alors qu'aujourd'hui, vous le gardez secret pour vous. Je crois que personne ne sait exactement ce que vous avez comme Je ne œuvre. garde pas secret, mais il est difficile de montrer dans des maisons privées des choses en quantité assez grande ou simplement de l'art moderne ou contemporain dans des formats qui ne sont pas tellement appropriés pour les maisons privées. Alors, parlons un peu de votre CV, comme on dit dans les ressources humaines. Pas beaucoup d'études. Pourquoi? Par goût, J'ai arrêté mes études à 16 ans, un peu par obligation, parce que mon père m'a demandé
de venir travailler avec lui. Et puis en fait, j'étais rentré en 6e dans un collège religieux à Rennes, en Bretagne, alors que j'étais à l'école primaire dans un petit village et j'ai rencontré un monde différent du mien que je n'ai pas beaucoup aimé, pas beaucoup apprécié. Puis peut-être étais-je révolté contre ce milieu ou mal intégré dans ce milieu. Je suis retourné travailler avec mon père. Qui faisait quoi? Qui avait une petite ferme en Bretagne, à côté de Saint-Malo, d'une dizaine d'hectares, et qui l'hiver avait une toute petite scierie avec un ouvrier et qui sciait des planches, voilà. Donc ça, c'est le tout début, la ferme, et puis La ferme, le ensuite, bois. Le bois, ensuite je suis parti en Algérie parce que c'était la période de la guerre d'Algérie, où je suis resté 30 mois. Je suis revenu en Bretagne, dans cette ferme. Mon père est mort la même année, et il a fallu que je me mette à travailler. Vous avez quel âge à cette époque-là? Vous avez quel âge? J'avais 22 ans et demi. Et alors, vous commencez à travailler? Je commence à travailler, puis j'ai créé mon entreprise l'année suivante, avec un prêt familial. J'ai créé une entreprise dans le bois, parce que c'est tout ce que je savais faire. Je n'avais pas d'études, je connaissais les métiers techniques du bois, je savais reconnaître le chêne, le hêtre, le châtaignier. Donc j'achetais des planches le matin, je les vendais l'après-midi. Et j'ai démarré en 1963 avec 5 personnes, 5 ouvriers qui m'aidaient à remuer les planches. Vous achetez le bois, vous le revendez, vous êtes un broker, vous êtes un commerçant, oui, ou commerçant. vous êtes un industriel à ce moment-là? Non, un commerçant. Non, j'ai commencé dans le commerce, parce que de commencer dans l'industrie, ça demande des capitaux. Donc j'ai commencé dans le commerce, c'était le plus simple. Et il a fallu donc apprendre à fidéliser des clients, apprendre des fournisseurs à vous faire confiance, et j'ai grandi comme ça, j'ai développé comme ça. Vous dites j'ai grandi comme ça. Dès le début, votre entreprise commence à prendre un petit peu d'importance, ou est-ce que, comme certains patrons... Non, dès 1965, elle s'est un peu développée. Ensuite, en Bretagne, elle s'est développée dans des activités de distribution de bois et de matériaux pour la construction. Ensuite, dans l'importation, parce que j'achetais des bois à des intermédiaires, des bois d'importation qui venaient de Scandinavie, d'Union soviétique. Et je me suis aperçu que ces intermédiaires prenaient des marges que je trouvais éhontées. Donc autant les prendre vous-même? Je les ai court-circuités, je les ai achetés directement, et j'ai foutu le bazar dans cette belle profession. On vous a fait payer Je ne me suis pas fait que des amis, forcément, parce que j'ai utilisé des méthodes probablement plus efficaces qui remettaient en cause des systèmes ancestraux de distribution, et puis ça entraînait à la faillite des concurrents qui étaient bien installés, qui eux étaient sûrs d'eux, dont beaucoup se venaient me dire « mais mon petit gars, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire faillite ?» Je refaisais mes comptes tous les jours, tous les dimanches matins, puis je me disais « c'est pas possible que je fasse faillite puisque je gagne de l'argent ». Donc c'est eux qui ont fait de mauvaises affaires, parce que justement ils s'étaient assoupis avec leur certitude et se sont fait balayer par un jeune type qui est venu là avec d'autres méthodes. Vous vous dites aujourd'hui, quand vous regardez des jeunes types qui ont d'autres méthodes, ceux-là peuvent me faire ce que j'ai fait je dis toujours, il faut faire très attention et ne pas les regarder en ricanant, en disant « le pauvre petit gars, il ne sait pas ce qu'il fait ». Il faut être très prudent, oui. Très prudent. Cette entreprise que vous créez s'appelle comment? Elle s'appelle l'établissement François Pinault, elle avait mon nom. Vous avez hésité longtemps sur le logo? Je ne me souviens pas, non. Il fallait vous mettre en avant? Inconsciemment, sans doute, mais à l'époque, je ne me suis même pas posé la question comment l'appeler. Une question alors d'un étudiant sur le fait que vous n'avez pas fait d'études. Est-ce que ça a joué dans votre carrière? Alors, vous vous présentez? Oui, bonjour Monsieur Pinault. Je suis Sabine Babinet, étudiante à l'ESCP-EAP. Et j'aimerais savoir, pour vous, quel rôle joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre, et si vous auriez eu la même carrière si vous aviez fait des études supérieures. Si vous aviez eu. Je ne peux pas vous répondre avec précision sur savoir le rôle que joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre, mais ce que je peux vous dire à coup sûr, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Le fait de ne pas avoir eu de formation dans ma jeunesse, je le dis souvent, et ce ne sont pas des propos de cabot, m'ont fait perdre une dizaine d'années, parce qu'il y a un tas de choses qu'on est obligé d'apprendre sur le tas, sur le terrain, qu'on apprend si on est éveillé, si on écoute les autres, si on observe, mais on a perdu du temps, et il est tout éminemment souhaitable d'avoir une bonne formation, et cette formation ne doit pas enlever l'envie d'entreprendre, parce qu'entreprendre, je crois que ce n'est pas tellement lié à la formation, c'est une question de tempérament, de caractère. Mais on entend très souvent des patrons ou des gens qui embauchent les jeunes dire à la sortie des écoles, ils ne savent pas grand-chose. Vous supposez qu'à la sortie des écoles, vous auriez su davantage?
J'en suis convaincu. Ils savent pas grand-chose de précis pour un métier donné, peut-être, mais ils ont une formation générale qui apporte beaucoup par la suite et qui permet d'engranger sans doute plus rapidement les informations qu'ils reçoivent ensuite. J'en suis convaincu. Est-ce que vous êtes sûr que le fait de ne pas avoir fait d'études, d'avoir été faire la guerre, d'être revenu et d'être dans un endroit démuni n'a pas démultiplié votre envie de réussir, d'entreprendre et au fond de vous enrichir? Probablement que je n'avais pas le choix, parce que n'ayant pas de diplôme, en fait, je suis parti sans relation. Mes parents étaient d'un milieu aisé en campagne, mais modeste tout de même. Ils n'avaient pas de relation, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de diplôme. Ça faisait beaucoup de choses. Alors certainement que pour m'en sortir, parce que j'avais envie de m'en sortir, si vous me demandez pourquoi, j'en sais rien. Je ne voulais pas continuer à vivre dans cette condition. Peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études m'a enlevé toute illusion. Il fallait que je me retrousse les manches et que je me débrouille tout seul. Et ça a marché. Et ça a plutôt pas trop mal marché. Oui. Vous voyez, vous dites que vous avez réussi. Pour le moment. Ouais. Une autre question. Bonjour Monsieur Pinault, je suis très heureux de la réponse que vous avez donnée à propos de la réussite. Et je pense que vous avez vraiment réussi parce que vous pensez que vous n'avez pas réussi. C'est pas paradoxal, mais c'est vrai. Parce que la réussite, c'est d'abord la continuation et c'est toujours en avant. Alors je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à la concurrence, qui elle aussi a peut-être le même projet que vous et qui est naturellement à la fois votre ennemi et peut-être aussi votre aiguillon. Alors, si vous avez quelque chose à dire, je serais très heureux. Je m'appelle Michel Fargeau. Merci, monsieur. Ben, la concurrence, je parlais tout à l'heure de vigilance. Il ne faut jamais la sous-estimer. Il faut la respecter, parce que ce sont des concurrents. Il faut avoir un esprit un peu sportif, mais avec la volonté qu'ont les sportifs de gagner la partie. Mais il ne faut jamais la sous-estimer, même si au départ, elle paraît sous-dimensionnée par rapport à la taille de vos entreprises. Et puis être toujours d'extrême vigilance. Mais la vigilance, c'est une attitude permanente dans la vie de l'entrepreneur. Andy Grove écrit un livre, le patron, le créateur d'un tel, disant « Seuls les paranoïaques survivent », c'est vrai? Je le crois, oui, il faut une certaine dose, pas trop parce que ça devient dangereux, mais il faut être extrêmement prudent, méfiant et un peu avoir l'attitude de l'animal sauvage, de l'animal traqué qui dit que s'il se met à découvert, il va se faire tirer dessus et puis qu'il risque d'y passer, quoi. Si vous êtes là bien content, sûr de vous, bien content de votre sort et pensant que rien ne peut vous arriver, vous risquez les pires choses. Donc sans stress, pas de réussite ou pas de succès. Sans stress, mais le stress, il faut le maîtriser parce qu'il peut vous tuer, il peut vous annihiler tout esprit de décision. Il faut le doute, il faut écouter, il ne faut pas penser avoir seul la science infuse, il faut avoir savoir poser des questions, savoir écouter, savoir regarder ce qui se passe, mais sans le doute, je crois que c'est très dangereux. On a vu beaucoup de dirigeants de haut niveau qui, à un moment de leur vie, se croient invulnérables. C'est à ce moment-là que tous les dangers arrivent. Je vois à qui vous faites allusion. Une autre question sur le système éducatif. Bonjour Monsieur Pinault, Antoine Brachet, je suis étudiant à l'ESCP EAP. Alors j'ai bien aimé ce que vous aviez dit en introduction aussi sur la réussite et le fait qu'il ne fallait pas confondre le succès avec autre chose. En fait, ma question, elle est au sujet de cette valeur. Il y a deux valeurs. La première, c'est celle autour duquel tourne ce débat, qui est celui de l'entrepreneuriat. L'autre valeur, c'est celle du succès. Je pense qu'on a peut-être parfois tendance à intervertir ces deux valeurs ou à ne pas les relier comme il faut. Moi, je fais partie d'un système, comme tous les étudiants qui vous posent des questions, qui est un système éducatif supérieur, dans lequel on ne nous donne pas forcément l'envie d'entreprendre. La question que je vais vous poser à ce sujet, elle est simple. C'est est-ce que vous pensez que le système éducatif français peut nous pousser à l'entrepreneuriat ou alors qu'il est victime de trop de défauts et que ça ne serait pas possible? Voilà, je vous remercie. Le système éducatif français n'est pas un système qui est fait pour empêcher ou pour faire hésiter des jeunes à entreprendre. Tous les prétextes sont bons pour ne pas entreprendre, je crois. Quand on a envie d'entreprendre, on peut trouver tous les matins une bonne raison de décaler au lendemain ou à la semaine suivante la décision. Quand j'étais plus jeune, je faisais du jogging. Et quand j'avais la flemme, le matin, je mettais le nez à la fenêtre. S'il y avait un peu de pluie ou un peu de froid, je dis « Oh là là, ce matin, j'y vais pas ». Créer une entreprise, c'est la même chose. Ça n'est jamais le bon moment parce que vous pouvez avoir un contexte économique qui ne se prête pas à cette décision. Il peut y avoir un contexte international comme aujourd'hui qui ne se prête pas à une décision. Il peut y avoir toujours de bonnes raisons de reculer la décision. Donc je crois que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Et quel que soit le système éducatif français ou autre, je crois qu'il est adapté aussi bien que les autres à la création d'entreprises, en tout cas à l'envie d'entreprendre. Voilà. Comment est-ce que vous jugez les gens qui sont autour de vous quand vous les embauchez, le premier, le deuxième, le troisième siècle? Est-ce que vous voyez les jeunes qui viennent chez vous?
Comment est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce que vous êtes très attentif au diplôme? Vous êtes entouré de gens qui sont tous très largement parcheminés, Oui. avec tout ce qu'il faut comme Mais, diplôme de trait. mais d'aucuns ne sont pas parcheminés, ils sont sur le terrain, vous les connaissez moins, mais ils font aussi un travail Et alors, extraordinaire. est-ce que vous les recrutez vous-même? Est-ce que vous participez à des entretiens? Comment est-ce que ça se passe? Il y a un groupe d'une certaine taille, il y a forcément une méthode qui se met en place, mais bon nombre de mes collaborateurs et les principaux, je les ai recrutés moi-même par des entretiens, quelquefois très rapides. Patricia Barbizet, qui est ici dans cette salle, l'entretien a dû dire, elle dit quelquefois moins de 10 minutes, elle exagère, ça a dû être un petit quart d'heure, mais c'est comme ça que je l'ai recruté. Ouais. Mais c'est un peu à l'instinct et en observant l'attitude des personnes que j'ai en face de moi. Vous jugez très vite? Je juge assez vite et ma première impression est souvent la bonne. Donc vous changez rarement d'avis sur les gens? Quand je me suis trompé dans des recrutements, c'est en m'étant laissé influencer par des avis qui ne correspondaient pas à ma première impression que je me suis planté. Vous voyez, j'essaie de d'attacher d'importance à ma première impression. Est-ce que vous changez parfois d'avis sur les gens? Ah oui, parce qu'il arrive qu'ils évoluent dans le mauvais sens. Donc, mais pas dans l'autre sens. D'un mauvais avis, vous ne le transformez jamais en avis favorable? Première impression, non, pratiquement jamais, non. Est-ce que vous tenez compte du parcours plus ou moins international dans vos recrutements? Et est-ce que, par exemple, c'est un phénomène c'est un élément qui a changé dans votre jugement, votre regard sur les gens? Bien sûr, parce que les tâches à accomplir deviennent plus ouvertes et plus internationales. Donc le parcours des candidats qui veulent venir travailler avec nous est important, ou leur capacité à accomplir ce type de parcours. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif raisonnable et qui aidera ceux qui en seront détenteurs de faire en sorte que les classes d'âge aujourd'hui, pour 80% d'entre elles, soient titulaires du bachot? Est-ce que le bachot, c'est la porte d'entrée inévitable, indispensable dans la vie active? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire passer une classe d'âge des études au travail? J'espère que ça n'est pas inévitable et indispensable, parce que ceux qui ne l'ont pas n'auraient plus qu'à se ficher en l'air, les pauvres, ils n'ont plus d'espoir, mais c'est éminemment souhaitable, évidemment. Vous recrutez des gens qui viennent du système éducatif étranger? Dans une faible proportion, oui. Et vous les regardez différemment, c'est quoi leur qualité principale par rapport à ceux qui viennent de chez nous? Plus spécialisés sur certains domaines, moins généralistes, avec les avantages que ça peut représenter, mais aussi les défauts que ça représente. Un esprit de synthèse un peu différent? Un peu différent, peut-être moins adapté, oui. Plus mécanique. Si vous aviez aujourd'hui la possibilité comme ça de faire une école, vous choisiriez laquelle? Certainement l'ENA et l'inspection des finances, non? Oui, pas l'école du Louvre? Ah, j'y avais pas pensé. Oui. Peut-être celle-là. Peut-être, finalement. Oui. Ouais. Une question sur la création d'entreprise. Bonjour Monsieur Pinault. Bonjour, je suis Céline Astruc de l'École Centrale Paris. Donc moi j'aimerais savoir si vous ne pensez pas qu'il est plus difficile de créer son entreprise aujourd'hui plutôt que quand vous aviez commencé à bâtir votre empire, et que cela est d'autant plus vrai sans diplôme aujourd'hui. Merci. Je donne une impression comme ça, je pense que c'est probablement plus difficile parce que la compétition par rapport au début des années 60 est plus grande dans tous les secteurs, mais ça n'est certainement pas impossible, parce que là aussi, quand j'ai créé mon entreprise, le marché était un marché local ou régional. Aujourd'hui, le marché, c'est le monde, et si on a une bonne idée, si on a un produit, si on est déterminé, je crois qu'on peut s'attaquer sérieusement à un champ d'action beaucoup plus vaste. Et je suis convaincu que c'est d'abord encore possible, peut-être un peu plus difficile qu'à l'époque, mais pas tellement plus. C'est une question de détermination, de volonté et d'audace. On a beaucoup dit que la bulle Internet, le phénomène Internet, avec l'irruption par centaines, par milliers parfois de start-up, avait beaucoup fait pour développer l'esprit créatif et l'esprit d'entreprendre. Vous pensez que oui, c'était vrai et que ça reste, ou est-ce que l'éclatement de la bulle a fait exploser cette envie d'entreprendre? C'est vrai qu'il y a eu énormément d'entreprises et de jeunes entreprises qui sont créées dans le secteur d'Internet. Il y a eu d'énormes déceptions et désillusions, j'imagine, avec toutes ces aventures malheureuses, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer, essayer d'attaquer, d'entreprendre dans d'autres secteurs ou dans ces secteurs-là avec d'autres méthodes. Ce n'est pas parce qu'on a subi un échec qu'il faut arrêter. Au contraire, vous savez, ce qu'on appelle la réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne, et c'est pas autre chose. Donc si vous avez été dans le secteur Internet, que vous êtes planté, continuez, faites autre chose, mais recommencez. Ça vous est arrivé? Non. À vous, très tôt? Je veux dire, non, pas forcément Internet, dans Internet, non.
mais des pas échecs. par mérite, mais j'y comprenais rien. C'est l'avantage d'avoir pas fait d'études, je ne comprenais pas comment ça marchait, donc je n'ai pas investi dans Internet. Je n'investis jamais dans les secteurs où je ne comprends pas. C'est une règle. Règle. C'est la règle que suit Warren Buffett, le grand financier américain. Je reviens sur cette histoire d'échec. Est-ce qu'au début, lorsque vous avez lancé vos affaires, établissement François Pinault, est-ce que vous avez connu des échecs? Est-ce que vous avez été au bord d'abandonner? Est-ce que vous avez connu le banquier qui vient vous demander des comptes que vous ne pouvez pas lui rendre? J'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, des clients qui vous font crédit qui ne vous payent pas, des échéances que vous avez du mal à honorer, aller tirer la sonnette d'un banquier à qui vous demandez de vous faire confiance. Et vous me posez curieusement la question aujourd'hui, le banquier qui m'a aidé à mon départ, j'étais à Rennes, j'ai appris sa mort ce matin. C'est un homme qui s'appelle René Plechaldou, qui est d'origine auvergnate, qui habitait Aurillac, et j'ai appris à midi moins le quart qu'il était mort. Cet homme-là m'a fait confiance. À un moment, s'il m'avait dit non, bien je fermais la boutique. Et après, il vous a suivi? Et après, il m'a suivi, et puis j'ai continué. Mais j'ai j'ai gardé des souvenirs de ces hommes-là qui, ils ont joué de cheval, quoi. Ça ne devait pas être si évident vis-à-vis de leur hiérarchie, j'imagine. Vous êtes fidèle dans les affaires? Je crois, oui. C'est important. Et ceux à qui vous le dites pensent aussi que vous êtes fidèle? Je le crois, oui. C'est important? C'est très important pour moi, oui. La parole donnée, l'attitude des uns et des autres, c'est très important. Et pourtant, vous avez la réputation d'être dur en affaires. Oui, on dit ça, que je suis dur en affaires. Oui. Mais je veux dire pourquoi je n'ai jamais eu les moyens d'être tendre. Pour être tendre en affaires, il faut être très riche ou le faire avec l'argent des autres. Vous savez, dans une organisation, quand vous êtes au sommet d'une organisation, vous passez votre temps à dire non. Et forcément, on dit il est dur, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu les moyens d'être généreux. Parce que c'est ça, la rigueur fait partie aussi de l'entreprise. C'est plus difficile de dire non quand on est un patron? Le plus difficile, c'est de dire non, bien évidemment. Oui. Plus simple, c'est de dire oui à tout, mais vous allez tout droit vers... mais. On peut dire oui, mais. On peut dire oui, mais pour gagner du temps. Ouais. Si vous voulez. Et un jour, il faut dire non. Voilà. Une question sur le poids de l'État. C'est Bonjour, vous? Monsieur Pinault. Pavel Mikonin, je suis étudiant à l'école de management de Lyon. Bonjour. Et je voulais avoir votre sentiment sur les difficultés que rencontrent les entrepreneurs actuellement et depuis toujours. Est-ce que l'État, les structures d'accompagnement qui sont souvent citées comme des manques en France, en tout cas en France, on insiste beaucoup de gens insistent sur la difficulté de créer une entreprise en France. Quel regard portez-vous sur l'aide de l'État et des structures d'accompagnement sur la création d'entreprises? Et à un niveau plus international, est-ce que vous pensez que ce serait plus facile ailleurs? Est-ce que vous-même, vous auriez réussi plus facilement ailleurs? Merci. Je crois savoir que l'État vient de prendre des dispositions pour faciliter la création d'entreprises, et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'en France, ça a été jusqu'ici peut-être un peu compliqué, que les choses, la paperasserie qui accompagne la création d'une PME n'est pas simple. Mais là aussi, ce n'est pas une raison pour ne pas y aller, parce que on peut dire pique-pan sur notre pays, sur l'État, sur sa lourdeur, sur sa pesanteur, mais on a la chance de vivre dans un pays développé, dans un pays organisé, avec une administration efficace et qui fonctionne. C'est vrai qu'une fiscalité trop lourde, on le déplore, mais c'est un travail de longue haleine que de l'alléger. Et un pays qui fonctionne, un pays stable, ça compte. Et regardez dans le monde combien il y a de pays comme la France, de zones comme l'Europe, de zones comme les États-Unis, où vous avez une stabilité, vous avez une administration, où tout fonctionne. C'est assez rare et on a la chance d'être dans un pays où ça marche. Alors ne prenez pas non plus le prétexte d'un État qui vous aide pas assez, d'un État trop accaparant, d'une fiscalité trop lourde. Fiscalité, il faudra bien qu'un jour la France aligne sa fiscalité sur les autres pays d'Europe plus compétitifs, parce que c'est une question de concurrence, de compétition. Et si notre fiscalité sur le long terme n'était pas adaptée par rapport à ces autres pays développés, notamment d'Europe, on risquerait des délocalisations d'entreprises, comme c'est déjà malheureusement un peu le cas aujourd'hui, notamment vers la Grande-Bretagne, de jeunes entreprises, ou des délocalisations d'entrepreneurs, comme c'est le cas trop souvent de gens qui fortune faite, vont vivre à l'étranger. Mais je suis convaincu qu'un jour tout cela s'arrangera et que la sagesse de nos dirigeants fera en sorte que nous redevenions sur ce plan-là aussi un pays compétitif.
Vous avez parfois hésité à aller mettre votre fortune à l'étranger, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, ailleurs? Non, jamais. C'est quelque chose que beaucoup Non. de très grandes fortunes ont fait. C'est vrai, bon, je ne peux pas porter de jugement sur ce qu'ils ont fait, ça les regarde, mais moi je n'ai jamais imaginé aller vivre ailleurs pour une fois fortune faite, si on peut dire ça comme ça, où le patrimoine construit, vous faites votre valise et vous allez vivre ailleurs. Je considère que ce n'est pas juste vis-à-vis de mon pays, ce n'est pas l'attitude que j'ai voulu avoir. Qu'est-ce que vous lui devez à votre pays? De m'avoir permis d'entreprendre, de m'avoir permis d'agir, de créer des entreprises, de les développer, de construire ces entreprises qui aujourd'hui représentent des dizaines de milliers de salariés, de m'exprimer dans toute liberté, très important. Une fois ça réalisé, je n'ai jamais imaginé une seconde aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai pris des dispositions différentes, vous le savez bien. Oui. C'est drôle parce que très souvent, les gens qui sont comme vous, à la fois très riches et encore en activité, c'est-à-dire qui gèrent leurs entreprises, essayent de faire en sorte que le poids de l'État soit dénoncé, allégé, essayent de se battre contre le poids, justement, des structures administratives, de la bureaucratie, de l'État au sens large. Vous pas? Si, je viens de le dire, mais une fois oui, mais avec tellement d'adverbes et une conclusion qui est tellement favorable. Une fois qu'on a dit qu'il faut réduire le poids de l'État, il faut réduire le nombre des fonctionnaires, soit, mais on sait bien que ça ne peut pas se faire en soufflant dessus en quelques années. On est un pays où il y a un équilibre social qui doit exister. On ne peut pas faire une révolution, on ne peut faire que des évolutions. Elles ne peuvent être réalistement que lentes. Alors on peut déplorer que ça avance trop lentement, mais ça se fait, ça se fera, j'en suis convaincu. Et un jour, dans les années qui viennent, la France redeviendra sur ce plan-là compétitif. Il ne faut pas désespérer de notre État et de notre pays tout de même. Ou alors c'est la fin des haricots. Alors créez vos entreprises en Chine, ce serait bien dommage. Il y a de quoi faire là-bas aussi. Il y a de quoi faire, mais enfin c'est pas facile non plus. Vous y faites un peu? On y fait un peu, mais c'est pas facile non plus. Les Chinois ne nous attendent pas. Et ils sont actifs? Ils sont actifs, ils ne sont pas idiots, ils sont bien formés. Donc, vous savez, et le commerce, ils connaissent? Ils ont le sens du commerce en plus, oui. Bon, donc c'est très difficile de prendre les marges là où elles sont. Absolument, c'est pas si simple. Vous évoquiez tout à l'heure le plan récemment mis au point par le gouvernement pour essayer de favoriser la création d'entreprises. Il a été annoncé à Lyon par Jean-Pierre Raffarin et Renaud Dutreil. Si vous étiez ministre de l'économie, des finances, des entreprises, que sais-je encore, ça peut arriver, on connaît déjà des entreprises qui le sont actuellement. Oui. Quelle est la mesure que vous prendriez pour favoriser la création d'entreprises en France? Je crois que les mesures ont été prises de faciliter au niveau administratif. On peut créer sa première entreprise dans son appartement, dans sa maison, avec une paperasse relativement allégée. Puis je dirais, il faut y aller. Il n'y a pas de mesure fiscale d'accompagnement. L'État n'a pas... Ça n'est pas par des primes fiscales qu'on doit décider des entrepreneurs à entreprendre, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Mais simplement, il faut leur faciliter la tâche par une administration allégée, de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de recruter une kyrielle de comptables ou de secrétaires pour remplir les papiers toutes les fins de mois. Conseil à un jeune, une question? Ici. Bonjour monsieur, Stéphane Percoco, étudiant à l'école centrale Paris. Donc la question que je voulais vous poser va résumer un petit peu ce qui s'est dit. Peut-être quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui a envie d'entreprendre? Bien réfléchir, d'avoir dans quel secteur d'activité il se sent confortable, dans quels sont les moyens dont il dispose. Vous savez, entreprendre, c'est d'abord prendre des risques, c'est anticiper, donc calculer le poids de ses moyens, de la petite équipe qu'il a autour de lui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ne pas repousser l'échéance et la décision trop longtemps. C'est très important. Mais s'il rêve d'entreprendre, eh bien qu'il commence à réaliser son rêve et qu'il s'y mette. Dans l'économie, comme dans la vie, chaque fois qu'on prend une décision, on renonce à autre chose. Quand on crée une entreprise, à quoi est-ce qu'on renonce? On renonce à une certaine quiétude dans la vie, parce que c'est forcément prendre des responsabilités vis-à-vis des autres, des gens qui travaillent avec vous, de ceux qui vous font confiance, qu'il s'agisse de fournisseurs, de clients, enfin de toute une organisation. C'est prendre des risques. Et puis, c'est du stress, et on renonce à une certaine qualité de vie on est tous tentés un jour ou l'autre par
D'aucuns, ça a été la tentation de Venise. Moi, ça a été de temps en temps la petite maison blanche au volet bleu en Bretagne. Et voilà, on renonce à ça, à cette tranquillité de vie qui fait que vous êtes plus pris par l'angoisse de tous les instants que par une quiétude que vos amis qui font autre chose peuvent garder. On renonce à ça. Vous évoquiez tout à l'heure ce banquier qui vous a aidé depuis le début. Une question sur les parrains dans la vie des affaires et l'aide qu'on peut en trouver. Bonjour monsieur, Nicolas Katz, étudiant à l'école de management de Lyon. Donc j'aimerais savoir qui sont les personnes qui ont cru en vous lors de votre entrée dans votre vie professionnelle et après évidemment aussi. À part donc ce banquier dont vous évoquiez la mémoire. Oui, il y en a eu beaucoup, certainement. Ils ne me l'ont pas tous dit ou pas dit. C'est très important au départ et le plus difficile, c'est de créer autour de soi et de son entreprise une confiance. C'est la confiance d'abord des clients, parce que quand vous attaquez, généralement, ce sont des métiers déjà pratiqués par d'autres, donc il faut acquérir la confiance des clients, et ce n'est pas simple. C'est peut-être ceux-là qui ont cru en moi le premier et qui m'ont permis de décoller. Ensuite, il y a la confiance de fournisseurs qui vous font du crédit ou qui accolent leur image à la vôtre, et c'est très important. Puis naturellement la confiance de banquiers, puis la confiance de ceux qui vous regardent, de vos amis, de votre famille, etc. Donc beaucoup vous font confiance, et tant mieux. Mais cette confiance, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour aller plus loin, et il ne faut pas la trahir ou la décevoir. Et en dehors de ce banquier dont vous parliez à l'instant, est-ce que dès le début, il y a des gens qui vous ont accompagné, qui ont été soit des miroirs, soit des relais, soit des aides permanentes? Non, il n'y a pas eu d'aide permanente, ça n'existe pas, je crois. J'ai eu des modèles que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie, beaucoup de personnes, d'hommes remarquables qui m'ont servi de modèle et d'exemple. Par exemple, dites-nous qui? Des grands capitaines d'industrie. Plus récemment, Gianni Agnelli, par exemple, que j'ai la chance de connaître, qui est un homme admirable et que j'aime beaucoup, et bien d'autres, je ne vais pas les citer, mais bon nombre d'exemples de chefs d'entreprise français ou d'hommes d'affaires français ou d'hommes tout court français qui m'ont servi de modèle et autres, bien sûr. Et il faut, toute ma vie, et j'écoute, j'observe, j'essaie de comprendre les autres et d'être le plus ouvert possible aux autres. Bon, on n'a pas fini d'apprendre? On n'a jamais fini d'apprendre, surtout quand on n'a pas appris tout petit, parce qu'on apprend picorer tous les jours. On est un peu comme une éponge, et écouter et regarder. Est-ce que les réseaux ont beaucoup compté pour vous? La France est un pays, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, où il y a des réseaux, des entraides, des amitiés, des renvois d'ascenseurs. Vous faites partie d'un réseau? Non, non. J'ai la chance de connaître beaucoup d'hommes qui ont des responsabilités importantes, mais je suis un homme libre. Et j'ai toujours veillé à être un homme libre. Vous avez la réputation, tout le monde sait que vous êtes ami avec le chef de l'État. Tout le monde sait qu'au soir de sa première élection en 1995, sa femme est venue chez vous, passer la fin de la soirée électorale. C'est un lien très fort, ça vous a aidé, je suppose? Non, ça m'a plutôt handicapé. Vous savez, être l'ami de chef de l'État, quand on est dans les affaires, c'est plutôt... Non, ça n'est pas une aide, mais c'est une relation personnelle. Vous savez, je ne fais pas de politique. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, une grande admiration, que je connais depuis 25 ans. Et puis voilà, mais il n'y a jamais eu d'intervention de la part de cet homme en ma faveur. Et je ne lui ai jamais rien demandé d'ailleurs. Et je ne pense pas que ça m'ait aidé. C'est plutôt on dit c'est l'ami du chef de l'État. Oh là là, il faut faire attention. Mais voilà, ça change le regard des autres vis-à-vis de vous, non? Oui, mais à tort, parce que ça n'a strictement rien à voir avec les affaires. C'est une question privée, ça s'arrête là. Vous parlez parfois business avec lui, non pas de vos affaires, mais éventuellement de l'état de l'économie, de ce qu'il faudrait libérer comme énergie ici ou là dans les entreprises? Oui, il lui arrive de m'interroger sur l'état de l'économie, sur la marge des affaires, de la consommation. Je lui donne naturellement le maximum d'informations dont je dispose là-dessus. Puis il m'arrive de lui faire part de remarques sur les carcans justement de l'administration et autres. Et je crois qu'il m'écoute, mais... Est-ce qu'il vous entend? Posez-lui la question. Vous avez eu le sentiment que des pistes que vous aviez suggérées avaient pu faire bouger des choses? Modestement, je dirais peut-être bougeoter les choses, mais enfin... Donc les autres ont raison de vous regarder comme quelqu'un de très influent? Non, je ne suis pas un homme d'influence. Ouais. Dans votre carrière, vous parlez tout à l'heure de l'État qu'il faut respecter et pour lequel on doit avoir une forme de reconnaissance. Vous avez, dans vos affaires,
eu la chance de trouver comme allié à un moment l'État. À quel moment? Chapelle Darblay. Oui, ben parlons-en, Chapelle Darblay, parce que la Chapelle Darblay... Alors dites un petit peu ce que c'est. Chapelle Darblay est un fabricant français de papier journal qui est installé à côté de Rouen. C'est une entreprise qui a fait faillite en 1987. Elle était en faillite, elle avait bénéficié d'aides de l'État considérables, plus de 3 milliards de francs, les milliards de l'époque c'était beaucoup. Elle fait faillite, il n'y avait pas de repreneur. J'ai repris cette entreprise parce que j'avais des activités dans l'industrie du bois, notamment de panneaux, de contreplaqué, etc. J'ai repris cette entreprise à l'époque au scandale pour 1 franc symbolique. C'est vrai, j'ai repris pour 1 franc symbolique. C'est-à-dire 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros, exactement. Pas cher, hein? Sans subvention de l'État, en reprenant au contraire la moitié des 3 milliards que l'État avait engagés dans la société précédente qui était en déconfiture, j'en ai repris la charge, c'est-à-dire 1,5 milliard. Cette affaire ensuite, en 90, quand j'ai décidé de sortir des industries du bois, elle a été revendue, je l'ai revendue à un groupe finlandais, un des leaders mondiaux, qui est devenu le leader mondial aujourd'hui de la pâte à papier et du papier journal, qui s'appelle Kimi Kimene. Je l'ai revendu pour, je crois me souvenir, autour d'1,5 milliard de francs. L'État a été remboursé de son 1,5 milliard et l'État, naturellement, a perçu des impôts sur les bénéfices sur le 1,5 milliard de francs que j'ai reçu. Je considère que j'ai sauvé l'État en partie de l'ornière dans laquelle il s'était mise, premièrement, et que ce n'est pas une subvention d'État, bien au contraire. Et deuxièmement, j'ai remis cette entreprise dans les mains de grands professionnels. Et vous voyez bien, aujourd'hui, on n'entend plus parler, c'est une entreprise qui tourne. Donc ça, on a beaucoup raconté. On a beaucoup, oui, parce qu'on a beaucoup dit que, et vous et d'autres, Bernard Arnault par exemple, avaient construit une partie de leur fortune avec l'aide de l'État, au lait de l'État. Ça vous choque, ça vous irrite? Ça m'irrite parce que ça n'est pas vrai. C'est une légende. J'ai repris des affaires en difficulté, mais à l'époque, souvenez-vous, dans la fin des années 70 et années 80, il n'y a pas beaucoup de repreneurs d'affaires en difficulté, notamment dans les métiers du bois. Elles n'ont pas bénéficié de subventions d'État, sauf Isorois qui a bénéficié de 150 millions de francs de subventions, oui, qui ont été remboursés à l'État français à cause de Bruxelles qui s'est opposé à ces subventions. Alors, vous voyez que j'ai eu beaucoup d'aide. Dans le cas d'Isorois, j'ai tout remboursé. Dans le cas de la Chapelle Darblay, ça a rapporté à l'État. C'est la légende de dire que j'ai bénéficié d'aide de l'État. J'ai bénéficié du fait qu'il n'y avait personne pour reprendre ces entreprises parce que c'était des industries du bois, que personne ne voulait pratiquer ces métiers qui étaient considérés comme des métiers de gagne petit et que j'ai réussi à faire fonctionner ces entreprises, à les revendre ensuite dans de bonnes conditions pour me redéployer dans les métiers du commerce au début des années 90. Je reviens sur cette affaire des réseaux en France. On a vu au mois de juillet et encore maintenant des réseaux fonctionner, par exemple, pour ou contre, et essentiellement contre Jean-Marie Messier. Je suppose que tout à l'heure, quand vous disiez, enfin bon, la référence me semblait être assez proche de ce jeune homme pressé. Ces réseaux existent en France. Comment est-ce que vous les regardez fonctionner? Ils existent, mais je crois qu'on leur donne beaucoup plus d'importance que ce n'est dans la réalité. Il y a le réseau d'inspection des finances, il y a tous les réseaux qu'on connaît, mais vous savez, finalement, sont-ils tellement efficaces? Prenez le cas de Jean-Marie Messier que vous citiez, il est inspecteur des finances. Si les réseaux avaient tellement bien fonctionné, on l'aurait sauvé, non? Vous savez, je crois qu'il y a des réseaux, il y a des contacts, il y a des clubs, des équipes d'hommes qui se connaissent, mais il faut faire ses affaires correctement. Vous disiez, je ne fais pas de politique. Vous avez autour de vous des gens qui ont eu des carrières politiques ou qui ont servi des hommes politiques ou qui sont proches d'hommes politiques, y compris des hommes politiques qui ne sont pas de vos amis. Vous essayez d'équilibrer vos embauches, d'avoir un groupe qui soit profilé de façon politiquement correcte? Non, l'appartenance politique d'un collaborateur à tel ou tel parti ou la proximité de tel ou tel parti ne compte pas dans les choix qui sont faits, c'est la qualité des hommes qui compte. Comment est-ce que vous décririez votre groupe aujourd'hui? Mon activité globale, oui. C'est une holding qui s'appelle Artemis. C'est une participation dans un grand groupe de distribution Pinot Printemps Redoute, participation de l'ordre de 45%. C'est une participation dans le groupe Bouygues. Nous sommes côté de Martin Bouygues, le deuxième actionnaire. C'est une participation dans d'autres activités comme Christie's, le leader mondial des ventes aux enchères, comme Château Latour, comme des activités aux États-Unis, compagnie d'assurance au Japon, activités d'assurance en Angleterre. Enfin, la holding elle-même est des activités assez diverses. Quelle est la logique de tout ça?
c'est une logique patrimoniale et une logique industrielle en ce qui concerne la distribution de Pinot Printemps Redoute. Qu'est-ce qui vous fait choisir une affaire? La qualité de l'affaire proprement dite, le secteur d'activité, dans quel secteur d'activité, dans quel pays, avec quels hommes, qui la dirige, ou comment peut-on la diriger. La construction est achevée aujourd'hui? Non, j'espère. Ça n'est jamais terminé, vous savez. Il faut s'adapter en permanence aux circonstances, aux difficultés qu'on rencontre, aux opportunités qu'on peut rencontrer. Donc ça n'est jamais terminé. Non. Mais est-ce qu'à un moment dans votre histoire, vous vous êtes dit, bon, là j'ai franchi une étape majeure, j'ai un groupe qui a un profil à peu près défendable, qui est à peu près équilibré, je repartirai peut-être un jour à l'attaque, mais au jour d'aujourd'hui, alors les affaires sont bien en état. Il y a bien sûr des périodes où il faut souffler, il faut s'arrêter un peu, il faut stabiliser, il faut faire fonctionner l'ensemble des entreprises, et ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut se donner un peu de recul, un peu de répit. On ne peut pas être en permanence en marche forcée, mais ce n'est pas pour autant que c'est terminé. Il y a des moments de répit, de réflexion, comme un sportif qui souffle et qui reprend des forces. Il y a toujours des incendies à éteindre dans un groupe? Il n'y a pas d'incendie dans notre groupe. On a la chance que toutes les sociétés du groupe sont bénéficiaires. Il n'y a jamais d'urgence? Oh, bien sûr que si. Il y a des urgences, il y a des hommes qui peuvent flancher, il y a des difficultés qui peuvent apparaître dans tel pays, dans un autre, mais il n'y a pas dans l'ensemble. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est vous qui intervenez directement? Vous êtes très directif, les mains dans le cambouis et le contrôle? Non, s'il s'agit de la société la plus connue qui est cotée en bourse, Pinot Printemps Redoute, je n'agis pas directement, c'est Serge Wimbert qui agit avec ses équipes. Je suis l'actionnaire, nous avons des contacts fréquents, voire quotidiens, tous les deux, mais je n'agis pas directement. Et en ce qui concerne les sociétés qui dépendent directement de la holding Artemis, j'agis rarement directement. Il y a aussi des équipes, dont Patricia Barbizet, François-Henri Pinault, qui eux agissent. Oui, c'est ça. Une question sur la construction du groupe. C'est vous? Bonjour monsieur, Pega Mofidi de l'école de management de Lyon. Moi j'avais une petite question, j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on peut encore parvenir à garder l'audace de l'entrepreneur dans un monde de gestionnaires aujourd'hui. Merci. Il ne faut pas se faire bouffer par eux. Il en faut, mais pas trop. Il faut garder l'esprit de l'entrepreneur et laisser le leadership de l'entreprise aux entrepreneurs. Mais je crois que un entrepreneur doit être entouré de gestionnaires et un gestionnaire a besoin d'entreprendre. Donc c'est une équipe. Vous savez, entreprendre, c'est un travail d'équipe et n'oubliez jamais ça. Ce n'est pas seul qu'on fait la différence, c'est avec une équipe. Et le premier boulot de celui qui veut entreprendre, c'est de bien s'entourer. C'est pas un travail solitaire. Pourquoi est-ce que vous avez une double structure aujourd'hui? Artemis, qui est une structure, comme on dit, fermée, et puis PPR, qui est une structure ouverte, cotée en bourse. Parce que la société cotée en bourse est une société de distribution, d'activités de commerce essentiellement, et Artemis a des activités bien différentes, comme je vous le disais tout à l'heure, de maisons de vente aux enchères comme Christie's ou Bouygues, et que on reproche déjà assez à PPR d'être trop un conglomérat et trop diversifié. Imaginez que tout ça soit dans Pinot Printemps Redoute. Encore, non. C'est pas non plus parce que la holding familiale n'est pas cotée, c'est une holding privée. Je crois que c'est mieux comme ça. Ça, c'est votre fortune personnelle. Je veux dire, familiale. Est-ce que c'est loin de la bourse parce que la fortune, c'est quelque chose de trop sérieux pour être confié aux boursiers? Non, parce que c'est une activité d'holding, et je crois que ces holdings n'ont pas à être cotés, parce que vous engageriez des risques pour des investisseurs qui vous font confiance dans des activités. Ils diraient qu'est-ce qu'on a été faire là-dedans? On n'a pas acheté les actions de cette maison pour avoir investi dans Christie ou etc. Donc je crois que c'est mieux comme ça. Ça se coupe pas mal en ce moment en bourse? Pardon? Ça se coupe pas mal en ce moment. Ça se coupe énormément. Oui. Pour tout le monde et pour vous en particulier? Un peu plus pour nous que pour les autres. Vous regardez ça plusieurs fois par jour? Non, enfin je le regarde attentivement, bien évidemment, mais c'est un mauvais moment à passer, mais je suis sûr que ça s'arrangera. Vous voulez dire tous les jours, quand vous regardez, c'est un mauvais moment à passer? Ça fait un peu mal? C'est une période difficile, c'est vrai. Vous parliez de stress tout à l'heure, c'est une période assez stressante, mais l'important sont les fondamentaux. Les entreprises se portent bien, pas une perd de l'argent, toutes sont bénéficiaires. Pour elles l'être plus. Oui. Un entrepreneur a toujours envie que les bénéfices soient plus importants. Elles sont toutes profitables et bon, le contexte international, le politique devrait s'arranger un jour, je l'espère en tout cas, le plus vite possible. Le contexte économique également, bon, c'est un cycle difficile, mais il faut garder raison et garder ses nerfs. Vous dites que toutes les entreprises se portent bien, toutes sont bénéficiaires, et pourtant, enfin, il suffit de regarder les courbes. Du bois. Et à chaque fois, vous touchez du bois, ça c'est le métier, je suppose. C'est le métier, oui, c'est ça.
Et pourtant, pourvu que ça dure. Quand on regarde un petit peu le profil de votre action en bourse, vous avez du mal à convaincre les boursiers que tout va Oui, bien. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est une mode négative qui vous est infligée? Il faudrait poser la question aux investisseurs. Je pense que le marché nous a reproché un endettement trop lourd. C'est comme ça. Je pense qu'il a tort, mais le marché, c'est comme les électeurs pour un député, il n'a jamais tort. Il nous a reproché un risque sur Gucci, qui est le groupe de luxe, où nous avons pris les engagements de racheter les actions au cas où. Et il nous reproche probablement une trop grande diversification, de ne pas y voir assez clair. Donc il faut en tenir compte. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et c'est ce qu'on fera. C'est-à-dire que vous reprofilez votre groupe en fonction des exigences des investisseurs. Le boursier a raison contre vous? Non, mais le boursier n'a pas toujours tort non plus, il faut l'écouter. Pourquoi est-ce que les investisseurs auraient systématiquement tort? Voilà, mais il ne faut pas non plus subir la pression des investisseurs et du marché en faisant n'importe quoi. Comment est-ce que vous jugez cette pression précisément et le fait qu'il y a en effet des modes qui font subir parfois injustement à des groupes une pression presque insupportable? Je juge assez sévèrement, mais c'est comme ça, c'est un état de fait, c'est une situation. Like it or not, you have to deal with. Oui, absolument. Donc vous faites. Il faut faire avec, oui. Il faut s'adapter, mais ne pas le subir. Le Pinot Printemps Redoute a la chance d'être contrôlé, donc on ne sera pas victime d'une OPA, même si le titre devrait encore baisser. Je suis convaincu, au contraire, qu'il va monter désormais. Donc il n'y a pas ce risque. Donc on vit un moment difficile, mais ça n'est pas dramatique pour nous. Alors que des groupes non contrôlés, ça peut être dramatique parce que les rôdeurs rôdent et les chacals ne sont pas loin. Vous disiez que le climat est difficile. Aujourd'hui, ça continue à se dégrader, le climat économique? Vous avez des très bons capteurs, hein, la grande distribution. Jusqu'ici, la consommation n'a pas été mauvaise, elle s'est plutôt même bien tenue. Il semblerait que depuis 2 semaines, ça mollit un peu, mais est-ce que c'est dû au climat, au temps? Vous savez, pour l'instant, la consommation en France s'est relativement bien tenue et espérons que ça continue. C'est un problème de confiance des consommateurs. Il ne faudrait pas que le chômage remonte trop et qu'on ait trop de difficultés devant nous. Vous êtes inquiet de cela, de cette perspective? Inquiet, non, mais préoccupé et attentif, bien sûr. Il faut regarder les choses de près et voir comment tout ça peut évoluer. Qu'est-ce qui peut faire, selon vous, que l'ambiance peut changer, que le déclic peut se faire et que cette espèce de langueur qui a saisi la tête de beaucoup de patrons fasse place à un petit peu d'optimisme? Je pense que la question irakienne, de l'intervention américaine en Irak ou que l'armée américaine attaque ou renonce d'attaquer, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est déjà une hypothèque très importante. Et ensuite, il y a l'état de l'économie américaine et d'une reprise aux États-Unis qui devrait faire repartir les économies européennes. Mais on ne vit pas dans nos économies ne se sont pas effondrées. Ce sont les marchés financiers qui ont beaucoup baissé, mais nos économies ne se sont pas effondrées. Ouais. Alors, il ne faut pas lire l'économie au travers des marchés financiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tous ces sujets? Et puis après, on va parler de votre fondation. Si vous avez des questions, voilà. Alors, monsieur, vous vous levez, on vous amène un micro. Vous vous présentez, bien sûr, avant de formuler votre question. Regardez, derrière vous, le micro arrive. Oui, vous pouvez donner un micro? Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Pierre-Hervé Gauthier. L'analyse des risques fait partie de la démarche inhérente de tout entrepreneur. Je voudrais savoir comment vous faites dans votre groupe et, au-delà de ça, est-ce que par rapport à une démarche rigoureuse et rationnelle, il y a des éléments d'intuition qui finalement prédominent sur vos décisions? Bien sûr que l'intuition est un élément important. Les décisions se prennent ou les risques se prennent ou ne se prennent pas en fonction d'analyses qui sont des analyses financières, des analyses qui tiennent compte des circonstances, etc., etc. Mais au bout du compte, c'est le flair et l'intuition qui peuvent être déterminants. Et peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études, justement, fait que ce flair et cette intuition restent plus développés qu'autrement. Une autre question? Quelqu'un? Oui? Ici, non? Voilà, monsieur, là-bas. Peut-être que le plus simple serait que vous vous leviez pour qu'on voit que vous avez envie de poser vraiment une question. Bonjour, je m'appelle Dominique Blanc. Bonjour. Voilà, il y a quelque temps, à la même place, Jean-Marie Messier nous a expliqué les vertus d'un conglomérat avec un schéma intellectuel extrêmement brillant.
Et puis, depuis, vous savez ce qui est arrivé. Je voulais savoir si vous n'aviez pas froid dans le dos d'imaginer que votre cours de bourse pourrait rejoindre le sien. Alors, il y a peu de temps, c'était il y a 2 ans, en effet, il était à cette même place et il était à l'apogée de sa célébrité. Merci de me préparer un beau week-end. Non. Non, Dieu merci, nous n'avons pas pris les mêmes risques. Le conglomérat Pinot Printemps Redoute n'a pas du tout la même allure que le conglomérat Vivendi Universal. L'endettement n'est pas le même et je suis confiant sur le futur de Pinot Printemps Redoute, faute de quoi je me serais dégagé déjà depuis un certain temps. Mais comme ça n'a pas été le cas, ce sont mes billes, vous savez. Il y a quand même une différence, vous devriez en tenir compte, ça. C'est quelque chose de très frappant. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé de citer... Un entrepreneur qui joue avec ses billes ne réagit pas tout à fait comme un autre, comme un manager qui, quelquefois, peut jouer avec l'argent des autres d'une façon un peu légère. Pas tous, Dieu merci, la plupart des managers font comme si c'était leur argent, mais il arrive que d'autres oublient la valeur de l'argent et je ne pense pas que j'en sois arrivé là. Vous avez dit tout à l'heure que vous admiriez plusieurs patrons, vous en avez cité un, Gianni Agnelli, qui est à la tête d'une dynastie familiale et qui a géré l'argent de sa famille. C'est donc quelque chose de très important pour vous? Vous savez, quand on a gagné ses premiers copecs et qu'on a bâti sa fortune, on n'a pas envie de la perdre. Alors bien sûr, on peut faire des bêtises par mégalomania, par imprudence, mais avant de faire ça, on réfléchit à 2 fois quand même. Donc c'est quelque chose de très important, bien sûr. Lui, Agnelli et son groupe Fiat ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Oui. Beaucoup disent que c'est parce que c'est une famille qui n'a pas suffisamment investi, qui n'a pas mis suffisamment de moyens. Donc où est le bon réglage? Où est la bonne formule, la martingale? Bon, s'il y avait une martingale, ça se saurait, il y aurait des livres là-dessus, il n'y en a malheureusement pas. Je crois que le problème de Fiat, c'est probablement de ne pas avoir investi assez tôt, de ne pas avoir cru suffisamment dans cette industrie, alors que d'autres y ont cru, ont continué à se développer. C'est assez dramatique alors que M. Agnelli ou Gianni Agnelli est malade et souffrant de voir l'état de son groupe. C'est un peu comme dans un mauvais roman. Vous savez, Est-ce qu'il y a un moment, quand on est un homme, une famille, avec nécessairement des moyens limités eu égard à l'immensité du sujet boursier, est-ce qu'il y a un moment où il faut arrêter de grandir, arrêter de grossir? Vous avez le choix en voulant ou continuer à contrôler votre groupe et vous le condamnez à arrêter de grossir. Et un capitaliste n'a, de mon point de vue, pas le droit de faire ça si l'intérêt de tous les actionnaires est de continuer à grandir. Parce que grandir n'est pas la panacée non plus, on l'a bien vu, mais continuer à se développer, à grandir d'une façon saine. Donc il doit accepter l'idée de se diluer, de se diluer dans le capital de ce groupe. C'est parce que c'est la vie, c'est comme ça, autrement il ne faut pas aller en bourse. Vous ne pouvez pas condamner des actionnaires minoritaires à un rendement de leur action inférieur parce que vous voulez garder le contrôle coûte que coûte. Beaucoup de patrons aujourd'hui disent que le poids des minoritaires est devenu excessif, qu'ils ont certes beaucoup de droits légitimes, justifiés, et qu'ils n'en avaient pas assez auparavant, mais que la mode est allée un petit peu trop loin. Quel est votre point de vue dans ce domaine? Ils ont été tellement frustrés, blackboulés avant, c'est peut-être un coup de balancier un peu trop fort, mais que les minoritaires puissent s'exprimer, puissent être informés d'une façon stricte et précise, c'est la moindre des choses. Et que les conseils d'administration puissent leur rendre compte d'une façon plus claire et plus efficace, c'est aussi la moindre des choses. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les minoritaires aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait? Je ne dirais pas ça, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des opérations, on les a fait en parfaite transparence. On les a fait en fonction des règles économiques ou de fonctionnement de la COP de l'époque. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, parce que les règles ont changé. Vous ne voyez plus aujourd'hui, parce que les règles ont changé? Les règles ont changé. Parce que les modes ont changé? Les OPA sont à 100%. Alors à l'époque, quand j'ai commencé à lancer des OPA, c'était à 51%. Ensuite, on a modifié la loi, c'était la CFAO, pour la monter à 66%. J'ai fait l'OPA sur le printemps, on a modifié la loi en disant que ce sera désormais... Vous êtes un précurseur. Oui, voilà. On parle beaucoup en ce moment et on fait subir aux entreprises, on impose aux entreprises une notation éthique, une notation sociale, on s'occupe de développement durable. Je suppose que dans vos métiers, le bois, dans une partie de ce qu'étaient vos métiers en tout cas, il y a beaucoup de préoccupations liées à l'environnement. Est-ce que
là aussi, vous estimez que c'est quelque chose qui est allé un peu trop loin, qui est un peu trop dans l'air du temps, un peu trop à la mode, ou est-ce qu'au fond, ça vous paraît naturel que les entreprises subissent non seulement les critères financiers, mais aussi le reste des notations? C'est peut-être à la mode, mais c'est tant mieux, parce que vous parliez des industries du bois, et vous pensez sans doute à l'exploitation forestière dans les pays d'Afrique ou d'Asie, en effet, qui ont été faites dans des conditions absolument désastreuses. Que maintenant ces choses soient contrôlées par les consommateurs, c'est d'une grande efficacité, parce que si vous voulez vendre du tech, eh bien on vous demande d'où vient le tech, et s'il vient de certaines zones, on ne veut plus vous l'acheter, donc vous n'allez plus en acheter. Je crois qu'il y a le resserrement, le besoin de règles morales, éthiques rigoureuses, c'est une excellente chose. C'est un peu dommage qu'on n'y soit pas venu plus tôt. Des questions dans la salle? Alors, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. L'un des deux, voilà. Un micro qui arrive au galop, de je ne sais où. Un micro, s'il vous plaît. Non, mais on ne vous entendra pas. Nous, on vous entendra, mais la salle ne vous entendra pas. Merci. Bonjour, Nicolas Servel. Vous disiez tout à l'heure que vous avez été confronté à des échecs. Je voulais savoir comment vous aviez fait pour rebondir, en fait, suite à ces échecs. Merci. Les échecs, quand ça vous arrive, il faut les analyser, essayer d'en connaître la cause, en tirer les conséquences, et puis essayer de les affronter, de les contourner. Vous savez, on avance à coups d'échecs qu'on surmonte. Hein. C'est pas une promenade de santé et vous dire que tout va bien, que toutes les années, tout est extraordinaire. Ce que je viens de dire tout à l'heure, toutes les affaires sont bénéficiaires, c'est formidable, et je touchais du bois. Mais tous les jours, il y a des difficultés. Quand vous êtes à la tête d'une organisation, vous ne réglez que des difficultés, que vous réglez que des problèmes. Donc les échecs ne sont pas là pour vous faire arrêter. C'est essayer de ne pas recommencer 2 fois les mêmes erreurs pour tomber sur les mêmes échecs. Mais il y en a tellement à faire, vous savez, ça peut continuer longtemps. À côté de vous, quelqu'un voulait poser une question? Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Xavier Marchioni. Merci. Est-ce que vous financez vous-même des jeunes créateurs? Oui, par le groupe Gucci, oui. Dans la mode, vous voulez dire dans le luxe ou dans la des créateurs d'entreprise ou des créateurs? Créateurs d'entreprise. Nous aidons des créateurs d'entreprise, mais d'une façon très, très, très modeste. En réalité, je suis peu sollicité d'ailleurs, curieusement. C'est peut-être votre réputation d'être un patron dur. Ça n'est pas un appel. Une autre question avant qu'on parle de la fondation. Monsieur, là, s'il vous plaît. Philippe Mondonnet. Vous avez parlé, vous, en tant qu'individu, de ce que vous vous sentiez moralement obligé de rester, si j'ose dire, en France, en tant que citoyen. Je voulais avoir juste comment vous définiriez l'entreprise citoyenne. C'est-à-dire quels sont les devoirs de l'entreprise par rapport à ses salariés et par rapport au pays dans lequel elle existe. Je vous ai dit que je me sentais moralement peut-être, mais je me sens bien aussi en France. Je ne me force pas beaucoup, vous savez. C'est un pays où il fait bon vivre et voilà. Donc l'entreprise citoyenne, c'est le rôle économique de l'entreprise est évidemment bien connu, c'est de créer des richesses. C'est des richesses qui ensuite doivent être partagées par le plus grand nombre. D'abord les salariés qu'on peut payer, ensuite les actionnaires à qui on verse des dividendes, ensuite l'État à qui on paye des impôts sur les bénéfices. Et elle doit avoir un rôle fédérateur dans un pays en créant des emplois, en essayant de cimenter une cohésion sociale et puis voilà. On parle de cette fondation. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui m'a pris? Oui. Comment un jour vous vous levez, hop, fondation? Non, c'est pas un jour comme ça, mais j'ai commencé à acheter de l'art, des tableaux, des sculptures il y a plusieurs dizaines d'années. Et puis bon, tous ces tableaux ne sont pas montrés, sont dans des entrepôts. Et je me suis dit un jour tout ça devrait être vendu. Et j'ai pensé que c'était dommage et que ce que l'art m'avait apporté, je me dis mais si je mettais ça dans un endroit où des gens pourraient venir voir ce que j'aime et puis ce que ça m'a apporté, je pourrais peut-être leur expliquer, etc. Voilà, c'est venu un peu tout simplement comme ça. C'est pas un envie, contrairement de ce que j'ai pu dire, de créer un mausolée à ma gloire. Quoi. Voilà. J'espère ne pas être atteint comme à ce point. Ça s'appellera la Fondation Pinault? Ça s'appellera sans doute la Fondation Pinault. Ah bon, il y a encore des doutes? Oui, parce que c'est pas arrêté, non, c'est sans doute, oui.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fera. Musée ou fondation. Ce qui est sûr, c'est que ça se fera. Quelles que soient les vicissitudes de la bourse. Bon, ça ouvre en 2006. D'ici là, elle aura remonté. Ouais. Ils sont partis. Non, ça se fera. Ouais. Sur l'île Seguin. Sur l'île Seguin, à Boulogne, oui. Quand est-ce que les travaux démarrent? Les plans sont maintenant définitivement terminés. C'est notre architecte japonais qui s'appelle Tadao Ando qui travaille sur ce projet. Les plans sont donc finis. Nous sommes il est en train de réaliser les maquettes définitives. Les permis de construire, les permis de démolir d'abord et les permis de construire ensuite vont être déposés, devraient être obtenus, j'imagine, pour l'été, au milieu de l'année prochaine. Et les travaux devraient être terminés pour octobre ou fin 2006. Après les plannings aujourd'hui. Et à ce moment-là, on accroche? Et à ce moment-là, on accroche pour que vous puissiez voir l'exposition avant la fin 2006. Vous avez la première exposition. Vous avez l'intention de montrer tout, de donner tout? J'ai l'intention de montrer tout l'essentiel de ma collection, existante et à venir, parce qu'il s'agit d'un musée d'art contemporain, donc pas un musée d'art moderne. Vous n'y verrez pas d'impressionnistes ou des peintres du tournant du siècle du 19e et 20e. Vous verrez surtout des peintres de la deuxième partie du 20e siècle et des peintres d'aujourd'hui, parce que ce qui me passionne surtout, c'est ce qui se passe aujourd'hui en création dans le monde. Et voilà, parce que je vis maintenant, je veux voir ce qui se fait aujourd'hui, ici. Qu'est-ce qui vous a amené cette passion? Vous dites, j'ai commencé à acheter des tableaux et des œuvres il y a plusieurs dizaines d'années. Ce qu'on lit sur ce sujet, et encore une fois, vous êtes très secret dans ce domaine-là, est assez différent. On dit, vous avez acheté votre première grande toile au début des années 90, 92 peut-être. Et certains disent c'est un Mondrian, d'autres disent c'est un Rauschenberg. Alors, c'est faux? C'est pas tout à fait exact. En tout cas, j'ai commencé à acheter des choses importantes il y a une bonne trentaine d'années, mais les plus importants, c'est au début des années 90, où le marché de l'art, vous vous souvenez, s'est effondré. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une crise économique et le marché de l'art avait plongé. Et il y avait disponible aux États-Unis notamment des toiles de grande qualité, des artistes américains de l'après-guerre, qui peuvent s'acheter dans des conditions à peu près convenables. Et à ce moment-là, vous décidez. C'est quoi? C'est une démarche d'investisseur ou c'est quelqu'un qui déjà avait été... Si on achète de l'art pour investir, il vaut mieux encore acheter des actions en bourse. Je pense on ne peut pas approcher l'art avec cette démarche parce que je crois qu'il se vengerait d'abord et que ça n'a pas de sens. Si on a de la chance, en ne se trompant pas sur le choix des artistes, on peut évidemment sur une longue durée, 50 ans après ou un siècle après, avoir fait une bonne affaire. Mais quelle importance, finalement, il faut acheter avec ses yeux, avec son cœur. Vous aviez l'âme d'un collectionneur, je veux dire par là, vous aviez déjà entamé des collections, sans remonter à la collection de timbres quand vous étiez tout petit, mais enfin bon, est-ce que c'est quelque chose, l'accumulation dans des séries avec un ordre? Non, ça s'est limité à la peinture et à la sculpture, et j'ai jamais collectionné autre chose que... Peinture, sculpture et art moderne, puisque maintenant vous collectionnez... vidéo, photos, etc. Enfin, tout ce qui concerne les créations contemporaines. On dit que vous êtes le plus grand collectionneur, le plus grand détenteur d'œuvres vidéo. Probablement une des premières collections mondiales d'œuvres vidéo, oui. Vous avez la réputation d'être un collectionneur qui prend énormément de risques et qui a beaucoup investi dans l'art minimal. Oui. Une toile blanche, un néon dans une pièce. J'ai vu une toile blanche, c'est une toile qui est à peu près grande comme celle qui est là-haut et qui est en face de l'accueil de votre siège social. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pourquoi est-ce qu'une toile blanche pour vous est une œuvre d'art? Pourquoi est-ce qu'un néon dans une pièce vous fait vibrer? Mais c'est la définition de la création que vous êtes en train de... Ce que vous avez vu, c'est une toile de Robert Reimann, qui est un artiste américain qui est vivant, qui travaille à New York. Ça fait vibrer parce que je suis rentré dedans, c'est des choses Vous la regardez, cette toile? Je la regarde, elle me permet de réfléchir mieux, j'imagine. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois ce que mon imagination m'autorise à voir. Il n'y a pas de lecture, de traduction. Chaque personne peut voir ce qu'il a envie de voir dans une toile abstraite. C'est l'émotion qui compte, ce n'est pas la traduction en images de ce qu'on regarde. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on y trouve. Et l'art minimal dont vous parlez est un mouvement très important dans l'art, notamment dans l'art américain de l'après-guerre des années 60 et 70. Quelles sont les œuvres les plus dépouillées que vous avez, à part cette toile blanche? Des sculptures de Donald Judd, des sculptures plus récentes de Richard Serra, qui sont vraiment de l'art minimal pur et dur.
Il paraît que... Mais il n'y a pas que l'art minimal. Non, vous avez beaucoup d'autres choses. choses. Vous avez même la réputation, dit-on. C'est Judith Benamouet qui est critique aux échos de tout ce qui est art, qui m'a donné ce qu'on dit de vous sur le marché. Et il paraît qu'on dit de vous que vous êtes un de ceux qui est le plus obsédé à l'idée de rater quelque chose et que vous êtes prêt à tout lâcher pour aller voir une œuvre qui est en vente au Texas ou que sais-je encore. Non, c'est pas. Je crois que c'est exagéré, mais quand je sais qu'il y a une œuvre de qualité ou qu'un artiste contemporain est en train de réaliser quelque chose de grande qualité, j'essaye de voir assez rapidement ce qu'il est en train de faire et puis de prendre une option dessus, bien sûr. Tous les artistes ne créent pas en permanence des chefs-d'œuvre. Hein, chaque artiste, c'est comme dans les affaires, de temps en temps ils se trompent et les chefs-d'œuvre c'est assez rare, donc il faut dans leur création savoir sélectionner le meilleur de leur production. Judith Benamouillet me disait aussi, vous êtes un de ceux qui prend le plus de risques, en ce sens que vous êtes un des rares collectionneurs à acheter des œuvres qui ne sont pas cautionnées par des musées, qui ne sont pas déjà propriété de tel ou tel musée, et au fond, vous faites un peu la tendance, sans vous préoccuper de savoir si ce que vous avez acheté aura de la valeur immédiatement sur le marché. C'est vrai ? Bon, je ne pense pas, je n'aurais pas la prétention de faire la tendance, mais je ne me préoccupe pas de la valeur de ce que représentons ces toiles dans les décennies qui viennent, ça n'aurait pas de sens, mais j'essaie je vous l'ai dit tout à l'heure, d'acheter avec mon cœur l'émotion que me procure telle ou telle création. Et voilà, elle fait probablement allusion à un artiste japonais qui a été exposé récemment à la Fondation Cartier, qui s'appelle Murakami, et elle a vu une toile qui m'appartient, et que c'est vrai qu'il n'est dans aucun musée français, et commence tout juste à exposer dans les musées japonais. Oui. Comment est-ce que vous fonctionnez en face d'une œuvre d'art quand vous décidez d'acheter? C'est un coup de tête? C'est un coup de cœur. Et vous savez, une œuvre d'art, c'est quand c'est vraiment qu'il s'agit de création, de véritable création, donc d'une création nouvelle, de choses que vous n'avez pas vues, c'est d'abord un phénomène de rejet. Vous êtes généralement, vous regardez une chose et quand ça vous prend un peu la tête, quand le lendemain vous y repensez, c'est bon signe. Et si vous y repensez encore 8 jours après, c'est foutu, vous l'achetez. C'est ça le. Voilà. Donc il ne faut jamais. Non, faut pas. Faut pas s'approcher trop près. L'art m'a appris à dire, non pas ne pas s'approcher trop près, mais à rejeter les choses en considérant que c'était des erreurs et des bêtises. Ça vous donne une liberté de penser, une espèce d'humilité devant le jugement que vous portez sur telle ou telle circonstance, ou telle chose. Est-ce que on peut se tromper et rejeter une chose et qui 10 ans après, 20 ans après, est perçue comme un chef-d'œuvre. Est-ce que croyez-moi, c'est agaçant. Vous avez fait des ratages comme ça? Bien sûr, oui. Que vous essayez de récupérer ensuite? Oui, mais bon, vous êtes acharné? Passionné en tout cas. Oui. Vous revendez des toiles, des sculptures? J'élague dans des œuvres de certains artistes. Quand j'ai des œuvres que je considère comme un peu secondaires, je rachète des choses majeures et en essayant de revendre des choses que je considère moins bonnes. Voilà, mais je n'en fais pas commerce, bien évidemment. On vous propose, je suppose, beaucoup de choses. On sait que vous avez beaucoup de moyens, beaucoup de goût, beaucoup de temps consacré à ça. Oui. Propose beaucoup de choses, bien sûr, mais enfin. Comment vous fonctionnez? Là aussi, il faut passer son temps à dire non. Vous savez. Oui. Vous avez des conseils? Vous vous fiez à des gens qui vous rabattent des œuvres, des professionnels de ce métier? Il y a des explorers, comme je les appelle, qui par zone, par pays, sont des jeunes généralement qui détectent ou qui essaient de détecter les nouveaux artistes et ensuite qui me disent dans tel endroit il y a un type qui fait des choses pas mal. Ensuite on m'envoie des photos ou des petits dossiers sur ce qu'ils se font et ensuite j'essaie de voir ces artistes, voir les créations un peu comme ça où il n'y a pas de méthode précise. Et ensuite il y a forcément les galeries, tous les réseaux. Il n'y a pas de méthode et il n'y a pas une personne qui vous a guidé et qui peut se dire je suis celui qui a aidé François Pinault à créer sa collection? Il y en a beaucoup qui le disent, bien sûr. Oui, il y en a pas mal. Mais c'est pas vrai. Là aussi, j'écoute, je regarde, j'entends, je vois beaucoup de gens. Non, c'est pas vrai. Non. Il y en a qui m'ont aidé au départ, plus que d'autres, parce que je ne connaissais pas énormément de gens. Mais enfin, non, je crois que là aussi, je suis indépendant et un homme libre, je crois. Très important. Je n'achète pas avec le regard des autres. Ils peuvent partager le mien, mais ce n'est pas le leur. Votre femme est très impliquée dans les milieux de l'art. Est-ce qu'elle vous aide à acheter? Est-ce qu'elle, de temps en temps, est-ce qu'elle vous dit non ou bof? Non, elle partage la même passion. Elle m'aide quelquefois dans mes jugements. Elle a ses passions à elle dans d'autres secteurs d'activité aussi. Je l'aide dans ses décisions. Enfin, tout ça se passe plutôt bien.
Comment est-ce que vous considérez que la mode peut influencer l'art? Ce que vous achetez est quelque chose, c'est un art assez difficile à évaluer aujourd'hui. Et je suppose que les modes font en partie les prix. Bien sûr. Oui. Comment est-ce que vous pouvez avoir le sentiment de posséder quelque chose de pérenne, de durable, alors que vous l'avez acheté à un moment où c'était soumis à la mode? Oui, mais ça, il faut échapper. Il y a aussi les cycles. Il y a le jeune artiste que vous achetez pour pas grand-chose, et puis l'artiste reconnu, une pièce maîtresse d'un artiste reconnu que vous êtes obligé de payer ou de surpayer. Il ne faut pas trop se préoccuper de ça et se préoccuper des modes et des tendances. Il faut viser le long terme avec la conviction qu'on a qu'il s'agit d'œuvres majeures pour une période donnée, et que dans 10 ans, dans 50 ans, il sera encore considéré comme une œuvre majeure. Sans se faire d'illusions, il est bien évident qu'il y a un tri qui se fait au fil des décennies et que des choses passeront à la trappe parce que je me serai trompé et puis que le regard de ceux qui nous suivront n'accrochera pas là-dessus. Mais j'espère que la majeure partie des tableaux et des sculptures passeront des générations et seront encore appréciés dans très longtemps. Est-ce que la Fondation aura quelque chose de différent des grands musées contemporains? Elle aura plus de souplesse parce qu'elle ne sera pas contrainte au régime des grands musées contemporains. Elle aura peut-être plus de flexibilité, plus de dynamisme pour les expositions, notamment d'artistes vivants français, européens ou venant d'ailleurs. Et j'espère qu'elle apportera un dynamisme à tout ce secteur qui est important. Les musées français, les musées d'État français sont des grands musées les plus importants du monde pour certains. Je crois que ça peut être complémentaire des musées d'État et apporter un peu de sang neuf, de sang nouveau dans ces secteurs d'activité. Les musées français sont grands, riches et ils ont peu de moyens. Est-ce qu'une solution n'aurait pas été pour vous justement de mettre une partie de vos moyens et pourquoi pas votre collection à la disposition de ces grands musées qui ont des budgets d'achat et d'entretien qui sont extrêmement modestes par rapport aux vôtres? Ça pourrait être une solution, mais sans avoir la garantie que cette collection soit montrée. Et puis de retrouver ça dans les caves ou dans les stocks des musées, ça ne me passionnait pas beaucoup. Et je crois j'ai envie d'aider l'art contemporain à exister plus, à se développer plus. Et le fait de le piloter moi-même ou de le faire piloter est un moyen d'une plus grande efficacité, je crois. Parce qu'il y a les prises de risque d'être en dehors des modes et ne pas attendre que les artistes soient déjà consacrés dans le monde et d'essayer d'anticiper. C'est ça qui est intéressant. Tous les jours, vous regardez une œuvre ou vous pensez à ça ou vous avez envie d'acheter quelque chose tous les jours? Envie d'acheter, non, mais je pense à ça, je regarde, oui, bien sûr. Je suis imprégné d'art contemporain et je crois que ça a été pour moi une source d'équilibre dans ma vie, une autre passion par rapport à celle des affaires et qui m'a permis d'avancer plus vite et d'avancer différemment et de voir des choses dans le monde de l'entreprise que je n'aurais peut-être pas vues autrement. Alors justement, essayons de comprendre s'il y a des rapports entre l'art et le business. Une question sur ces rapports art-business. Oui, hop, levez-vous. Ici. Hop. Oui, Monsieur Pinault, vous continuez à nous confirmer au cours de ce débat que vous êtes un homme de bon sens. La question que je tenais à vous poser, c'est est-ce que derrière la création de cette fondation, justement, et derrière aussi la reprise d'un club de football de Ligue 1, est-ce que vous y trouvez une logique économique? Merci. Non, il n'y a pas de logique économique et il y a deux choses. Il y a l'art qui est ma passion, je vous l'ai dit, et cette fondation, on vient d'en parler, je ne vais pas y revenir. Le club de football, vous savez que je suis breton, né en Bretagne, j'ai passé mes 25 premières années, en tout cas, mes 30 premières années. J'ai été sollicité au moment où les clubs de football, il y avait une loi qui s'appelle la loi Pasqua qui a obligé les municipalités à vendre les clubs de football, à ne plus les financer. J'ai été sollicité par des vieux copains bretons rennais qui m'ont dit « il n'y a que toi qui peux nous sortir de là, rachète ce club, le Stade Rennais », ce que j'ai fait pour un prix assez modeste. Puis ensuite, je me suis trouvé embringué dans une histoire. Vous savez, il n'y a pas plus compliqué qu'un club de football. Donc s'il y a un conseil à un jeune qui veut démarrer aujourd'hui, vous dites surtout pas le foot. J'y suis, c'est mon obole à la Bretagne. J'essaie de lui rendre ce qu'elle m'a donné, mais là je lui rends beaucoup. J'espère que ça va s'arranger dans les années qui viennent, mais c'est pas très bien parti. Vous disiez, juste avant qu'on ne parle de foot, que l'art vous a probablement aidé dans les affaires. Qu'est-ce que ça a provoqué comme changement? Qu'est-ce que ça vous a amené à vous, chef d'entreprise?
plus grande ouverture d'esprit, peut-être encore une plus grande curiosité, me rendre compte qu'on n'a jamais tout compris et que la première lecture des choses peut être dangereuse et qu'il fallait savoir regarder, insister et peut-être aussi une plus grande tolérance vis-à-vis des autres parce que l'art est mondial, l'art peut être l'art de chez nous, ça peut être une statue africaine, ça peut être une statuette chinoise et une plus grande tolérance vis-à-vis des autres peuples, des autres régions du monde et des capacités de chaque civilisation à faire des choses merveilleuses et pas simplement la civilisation occidentale. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un homme très secret, vous n'aimez pas tellement vous livrer. Est-ce que cette façon de vous exposer et d'être au fond célèbre, c'est un besoin nouveau? Non, ce n'est pas un besoin, c'est plutôt une contrainte, non? Vous avez bien eu oui, non, oui. Voilà. Ouais. D'où les hésitations. Voilà. À part l'art, à part le foot, vous avez aussi d'autres activités qui ne sont pas forcément dans la ligne de ce qu'un marchand de bois et puis tout ce que vous avez fait depuis pourrait imaginer. Alors, vous avez parlé un petit peu du luxe. Qu'est-ce qui vous a conduit au luxe? Et vous savez très bien pourquoi je vous pose la question. Tout le monde pense qu'il y a une compétition farouche entre Bernard Arnault et vous, que vous vous êtes beaucoup battus, que vous êtes réconciliés, mais que ça ne change rien au fait que vous êtes des compétiteurs acharnés. Vos bureaux se voient d'ailleurs, vous voyez d'une fenêtre à l'autre, ou quasiment. C'est tout de même une drôle de poursuite, non? Non, les bureaux sont là par hasard, parce que j'ai acheté cet hôtel particulier de la place François Ier il y a 5 ou 6 ans. C'était bien avant la guerre du luxe, comme on l'a appelé. Ce qui m'a conduit au luxe, il y a une vingtaine d'années que c'est un secteur auquel je réfléchissais. François-Henri, mon fils, a fait son service militaire en Californie au milieu des années 80. Il s'occupait des industries du luxe en Californie. C'est déjà d'une activité dont nous parlions parce que les marques peuvent être mondiales, parce que les marges sont importantes, parce que ça se développe à l'échelle du monde. Et pour ces raisons, c'est un secteur qui nous intéressait. Et Gucci a été une opportunité. Il y avait eu avant Saint-Laurent que j'avais refusé parce que ça me semblait trop national et trop petit. Et, pas assez organisé pour qu'on puisse y jeter. Ensuite, il y a eu l'opportunité Gucci que j'ai saisie parce que c'est un groupe de grande qualité avec des équipes à la tête qui sont très performantes. Et voilà. C'est tout? C'est tout. Non, vous savez, je ne conduis jamais une action contre quelqu'un ou contre quelque chose. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais pris la décision d'investir, je ne sais pas, dans un journal, dans une entreprise de luxe, parce que en face, quelqu'un... Non, jamais. Je n'ai jamais eu cette attitude et je ne l'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Non, quand je fais les choses... Enfin, tout de même, la compétition et la concurrence, on doit bien avoir si ce n'est quelques ennemis, des adversaires acharnés dans ce milieu. Bien sûr, mais pour moi, le compétiteur, ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire, mais au sens sportif du terme, mais ça s'arrête là. Bon, que le meilleur gagne, c'est tout. C'est pas un élément qui me stimule. On doit être vigilant, on doit essayer de faire mieux que ses concurrents, mais je n'ai jamais conduit une action contre M. Arnault, contre M. un tel et un tel. C'est pas vrai. Non, mais vous vous êtes disputé et vous vous êtes réconcilié. Et voilà. On s'est disputé, c'est la vie des affaires. On s'est réconcilié, je ne sais pas. C'est la vie des affaires aussi. C'est l'avenir qui dit les choses. Vous savez, faut pas. Oui, non, oui, non. Voilà. Des questions? Oui, levez-vous. Levez-vous. Merci, bonjour Monsieur Pinault. Moi je suis médecin à la Rivoisière et donc la question que je vous poserai, on a parlé du luxe, on a parlé de la production. La question en France actuellement, c'est le blocage de la recherche de l'INSERM, de la recherche de la pensée. Il y a un blocage depuis 4-5 ans, et un peu plus même. Est-ce que vous pensez, non pas vous, mais qu'en tant qu'industriel et privé, il y a une décision à prendre pour qu'il n'y ait pas ce blocage de la recherche et de la pensée en France? Merci. En règle générale, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que tout ce qui est recherche et dépôt de brevets et capacité d'un pays à innover, à rechercher, à innover, c'est très important. Mais ça, ce sont des choix politiques d'État souvent, et ensuite des choix d'entreprise qui sont dans ces secteurs d'activité qui font appel à la recherche. Mais s'il y a bien un secteur d'activité à ne pas sacrifier, c'est certainement celui-là. Des questions sur l'art, sur la fondation, sur la collection, sur la volonté d'exposer? Oui, vous allez lever la main? Oui? Non? Il ne veut plus. Allez-y, madame, derrière vous, s'il vous plaît. C'est comme dans les ventes aux enchères, il faut pas rater les... Bonjour, je suis Marie Merlin. Bonjour, madame. Je voudrais poser une question à l'homme François Pinault.
je ne le crois pas totalement schizophrène, donc je voudrais savoir si lorsqu'il est face à l'art, il est le même que lorsqu'il est face à l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'il a ce même état de risque, est-ce qu'il a cette même excitation et ces mêmes émotions? Est-ce qu'il y a en fait un parallèle parce que finalement, il me semble vous avoir entendu employer un peu les mêmes mots, peut-être à un mot près. Vous avez parlé de passion pour l'art, je ne l'ai pas entendu pour l'entreprise, mais votre façon de le dire est sans doute tout aussi passionnée, donc ça se rejoint. Donc, je voudrais comprendre un peu l'homme dans tout ça, comment il allie ces deux pôles. Pour ce qui concerne la passion, il peut y avoir des degrés, des intensités différentes, ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais pour entreprendre et durablement entreprendre, il faut être passionné. Et l'art et aimer l'art, c'est l'aimer par passion, ce n'est pas l'aimer pour être à la mode, pour faire chic. Donc ce sont des passions peut-être un peu différentes, mais ce sont des passions tout de même. Et l'émotion que procure l'art est une émotion de nature extrêmement différente que celle que peut procurer des succès dans une entreprise. L'émotion devant un beau tableau, devant une belle sculpture n'a rien à voir avec le type d'émotion qu'on peut vivre dans les affaires de tous les jours. Il n'y a que l'art qui puisse procurer ça. Peut-être la musique pour d'autres, ou je ne sais, mais ce n'est pas du tout la même chose. Une question sur les rapports entre l'État et les fondations privées. Quelqu'un avait... Non? Plus personne ne veut? Oui? Alors, monsieur, une question. Attendez, prenez le micro, allez-y. Je me présente, je m'appelle Gilbert Zarka. J'aimerais vous poser une question. Quelle a été l'incidence de la chance dans tout ce que vous avez fait dans votre vie? Le facteur chance. Merci. Et ensuite, allez-y, facteur chance. Non, j'ai pas compris. Quelle est l'incidence, pardon, quelle est l'incidence de la chance dans tout ce que vous avez fait? Bon, j'ai eu beaucoup de chance, évidemment. Mais il faut de la chance. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. C'est très important. Mais en mesurer la dose et l'incidence, je ne suis pas capable de vous répondre, mais je considère avoir eu de la chance. Il y avait une question là, quelqu'un qui s'était levé. Voilà, hop. Faites passer le micro. Levez-vous, s'il vous plaît. Comme ça, on sait où doit aller le micro. Merci. Oui, bonjour, Monsieur Pinault. Bonjour. Vous êtes Je suis Christophe Ducrot. Je connais beaucoup d'artistes contemporains, jeunes, qui sont dans la difficulté. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour contacter vos rabatteurs. Ils sont où? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Eh bien, vous m'écrivez et puis je ferai en sorte que vous me donnez la liste des artistes concernés et ils seront contactés. Alors, c'est François Pinault, Artémis, place François 1er. Voilà. Et vous lirez. Et donnez-moi la liste des artistes avec les adresses si vous le pouvez. Vous m'envoyez ça. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Et à côté de vous, juste une question là. Hop, le micro derrière. Oui, bonjour monsieur François Pinault, je suis Nicolas Dricou. Je voulais vous demander, donc vous avez construit un groupe de grande taille, et comment gérez-vous en fait les conflits humains au sein de ce groupe? Je vous remercie. Dans la mesure où c'est un groupe extrêmement décentralisé, je l'ai fait surtout gérer parce qu'il y a des dirigeants en place à la tête de chacune des entités, et c'est eux qui ont en charge ces questions de conflits humains s'ils existent. Vous savez, mon rôle, c'est de donner, je suis peut-être un homme de pouvoir, mais c'est de distribuer ce pouvoir, et j'ai délégué ce pouvoir à des hommes de talent, qu'il s'agisse de Serge Wimbert, APPR et de tous les autres, qui gèrent ces conflits lorsqu'ils existent. Donc c'est relativement simple dans la position. C'est simple, c'est nécessaire, les conflits dans une équipe? Les tensions dans une équipe, c'est souvent souhaitable. Ça prouve qu'on n'est pas en train de s'endormir, et puis que les caractères sont différents, et que les gens sont capables de s'opposer pour de montrer qu'ils sont en désaccord avec telle ou telle décision. Ça, c'est un point important quand on est dans une fonction de dirigeant, de savoir s'entourer de gens de caractère suffisamment trempés pour vous dire le moment venu qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ça évite bien des erreurs. Je le disais en vous présentant au tout début de cet entretien, le processus de la succession est en marche. Ce sont vos enfants qui sont propriétaires de votre groupe. Vous arrêterez un jour?
Oui, comme tout le monde, mais le plus tard possible, j'espère. Tant que je serai en forme physique et mentale, j'ai l'intention de faire des choses différentes, mais de continuer, de ne pas m'arrêter, bien sûr, je n'ai pas envie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont intangibles ou qui sont, je ne sais pas si le mot est approprié, qui sont sacrées dans votre groupe? Est-ce que vous avez dit à François-Henri, votre fils, ça, c'est vraiment le cœur du groupe, il ne faudra pas y toucher? Non, il sait ce à quoi je tiens, mais je ne peux pas l'enfermer dans une logique qui pourrait ne pas tenir sur la durée. Il aura une certaine liberté pour faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aura envie de faire. Vous serez un actionnaire un peu lointain ou très sourcilleux? Je ne peux pas répondre, je pense attentif en tout cas. On lui posera la question à lui. Voilà, vous lui poserez la question. François Pinault, merci.